mais le comportement du logiciel va être toujours le même. C'est déterministe, c'est blanc ou noir, il n'y a pas de nuance de gris à ce moment-là. L'intelligence artificielle, c'est probabiliste. Donc, le résultat, c'est pas garanti. C'est un peu comme faire affaire avec un humain. Si, bien entendu, vous n'entraînez pas votre IA, ben, il va rester un IA très moyen qui ne fera pas grand-chose pour vous et qui ne vous servira pas à grand-chose. Mais si vous mettez du temps à l'entraîner, comme vous le faites, j'imagine, avec vos employés quand vous les engagez, ben, il y a des excellentes chances que votre IA, dans 6 mois, soit plus performant que ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode de discussion d'affaires. Jonathan Léveillé est de retour avec moi. Antoine Gagné aujourd'hui. On va parler un petit peu d'intelligence artificielle. On va parler de la posture de l'entrepreneur face à l'intelligence artificielle en 2025, bientôt 2026. Comment qu'on aborde des projets, comment qu'on est capable de gérer également nos attentes par rapport à certaines applications, par rapport à certains outils qu'on pourrait bâtir pour notre propre entreprise. Jonathan, c'est un sujet qui, de ce que j'ai été capable de comprendre, s'intègre de plus en plus avec vos clients. Peut-être que tu peux nous donner un peu plus de contexte? Absolument, ça fait 20 ans chez OpenMind qu'on développe des lignes de code pour nos clients, pour les aider à être plus rentables, plus efficaces. Et c'est ce que moi j'appelais du développement logiciel traditionnel. Et là, dans le développement logiciel traditionnel, maintenant, on peut inclure des fonctionnalités d'intelligence artificielle, donc faire de l'IA comme un petit peu tout le monde veut faire aujourd'hui. Et ce qu'on s'est rendu compte à travers le temps, c'est qu'il y a vraiment des concepts qui sont importants de connaître en tant qu'entrepreneur si on désire intégrer l'intelligence artificielle dans son organisation ou faire un développement qui intègre des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Et on a décortiqué tout ça dans les dernières semaines, derniers mois. On a eu la chance de faire un podcast sur le podcast Complice numérique pour vraiment expliquer c'est quoi la différence entre du fameux développement traditionnel et maintenant quand on intègre des fonctionnalités d'IA. Et c'est quand même assez percutant et ça répond quand même à plusieurs questions que les entrepreneurs se posent. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire bénéficier un petit peu à l'auditoire aujourd'hui de cette réflexion-là, réflexion par rapport à l'IA qui est toujours en mouvement, qui est toujours en changement parce que l'IA générative, sous la forme qu'on la connaît, c'est quand même assez récent. On parle environ de moins de 12 mois, là, que c'est extrêmement applicable dans notre quotidien et applicable dans les développements logiciels. Donc aujourd'hui, je souhaitais t'exprimer un petit peu qu'est-ce que j'ai vu, comment nous, on classifie tout ça. Et je pense que ça va probablement aider certains de nos auditeurs à peut-être mieux manœuvrer dans le monde de l'intelligence artificielle et surtout à adopter une certaine posture qui va maximiser, le succès de leur aventure vers l'intelligence artificielle et surtout enlever plusieurs peut-être déceptions parce qu'il y a vraiment des bonnes différences à comprendre entre du développement traditionnel, donc des lignes de code pur et dur, et dès qu'on intègre l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu ce que je souhaite aujourd'hui discuter avec toi et je t'invite aussi au fur et à mesure que je vais descendre un petit peu ces différences-là Absolument. qu'on a vues, peut-être d'amener ton expérience à la table parce que toi-même, Antoine, je sais que tu testes beaucoup de choses à l'intérieur de ton organisation pour automatiser des processus, pour infuser de l'intelligence artificielle. Donc, n'hésite pas à m'interrompre et me dire, Jonathan, ça, oui, je suis d'accord, je l'ai vécu, je suis tombé peut-être dans ce piège-là. Ou à l'inverse, de dire, je ne l'ai pas vu encore, ce piège-là, et de challenger à ce moment-là avec ton expérience que tu as eue. L'intégration de l'intelligence artificielle, ça change complètement la façon dont on conçoit un projet. Quand on parle de développement traditionnel, nous, on appelle ça du code pur et dur. Le premier concept qu'il faut comprendre, c'est de développer des lignes de code comme on le faisait avant, sans intégrer les fonctionnalités d'intelligence artificielle, c'est déterministe. Donc, c'est quoi déterministe? C'est quelque chose que ça va donner toujours le même résultat. Donc, c'est blanc ou noir, c'est prévisible, c'est mesurable. Donc, exemple, je crée un bouton dans un logiciel, le fond du logiciel devient rouge avec un texte, mais à chaque fois, je vais cliquer sur ce bouton-là. Si ça a bien été programmé, qu'il n'y a pas de bug, mais le comportement du logiciel va être toujours le même. Donc, c'est déterministe, c'est blanc ou noir, il n'y a pas de nuance de gris à ce moment-là. L'intelligence artificielle, c'est probabiliste. Donc, le résultat, c'est pas garanti. C'est un peu comme faire affaire avec un humain. Ça va traiter à partir d'un réseau de neurones et c'est pas toujours blanc ou noir. Des fois, il y a un petit peu de nuance de gris à travers tout ça. Et ça va dépendre de plusieurs facteurs, dont la qualité des données, la quantité des données
et la maturité du cerveau numérique qu'on va utiliser, donc du fameux modèle, qui est un terme que je trouve très compliqué, mais du cerveau numérique. Pour ramener ça dans des termes que les gens, on peut mieux comprendre, c'est comme si on avait un stagiaire qu'on engageait. On lui donne une tâche, il devrait potentiellement être capable de le faire, mais on va le savoir le moment où il va l'essayer et qu'il va nous montrer ce que ça donne au bout de la ligne. Donc, c'est la même chose avec l'IA. Donc, vu que c'est probabiliste, il faut le tester, il faut observer et il faut ajuster par la suite. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir présentement chez OpenMind et disent: est-ce que ce processus-là ou ce bout-là dans dans mon entreprise, l'IA pourrait y répondre? Et notre réponse, c'est probablement que oui, mais il faut l'essayer. Et là, les gens, à chaque fois qu'on leur dit il faut l'essayer, ce qu'ils nous disent, c'est: vous êtes des experts, vous devriez savoir si ça va fonctionner. Et c'est ça l'enjeu, et c'est ça la fameuse posture de l'entrepreneur ou des gens dans les entreprises qu'on doit comprendre ensemble. Il faut faire une phase de prototypage parce on va être capable chez OpenMind, par exemple, ou n'importe quelle autre entreprise, d'émettre une probabilité que le cerveau numérique va bien répondre à automatiser un problème, mais on n'a pas une bonne vue sur votre qualité de vos données, la quantité de données et comment ce cerveau numérique-là va répondre avec cette qualité et cette quantité de données. Donc, il faut tester pour voir comment ça va réagir au final. Donc, si vous décidez, par exemple, avec vos équipes de développeurs à l'interne ou une compagnie externe à l'intégrer de l'IA dans vos développements et que vous dites faut que ça fonctionne à tout coup, bien malheureusement, vous allez faire fausse route parce que vous allez être déçu. Il faut tester et il faut tenter de dérisquer par le prototypage le plus possible les projets. Donc, on veut voir comment l'intelligence réagit, comment elle va apprendre à partir de vos données et surtout tester si le résultat est assez fiable pour être intégré dans vos vrais processus d'affaires au final. Et ce travail d'exploration-là, ben, faut le faire ensemble. Il faut le faire de manière itérative à travers le temps. Donc, souvent, ce que je dis aux gens, c'est à l'heure actuelle, on a probablement tous les morceaux de Lego sur la table pour faire la fameuse figurine que vous voulez au final. Il faut juste ensemble les assembler puis le tester pour être sûr qu'il ne manque rien. Mais tant qu'on n'a pas pris le temps de l'assembler, de le tester, c'est impossible de répondre à 100% si ça va fonctionner. Donc, c'est vraiment le premier concept au niveau de la posture qu'il faut comprendre. C'est le côté, la différence déterministe versus probabiliste. Dès qu'on intègre des fonctionnalités d'IA, on est dans la probabilité. Donc, c'est impossible de dire à 100% que ça va bien fonctionner. Donc, premier concept important à retenir pour avoir une belle et bonne posture pour avancer. Et juste pour renchérir là-dessus, Jonathan, quand on parle de probabiliste, c'est pas facile à dire, hein, c'est un mot qui se dit mieux en anglais. Si on se met dans la peau de l'entrepreneur, et peut-être que c'est un point que tu voulais aller répondre aujourd'hui, comment qu'on fait maintenant pour augmenter ces probabilités? Est-ce qu'on parle ici d'une qualité de data? Est-ce qu'on parle ici de cartographier très bien le processus, de démontrer que le processus a déjà été fait dans le passé et de voir si c'est ça qu'on essaierait de construire? Comment vous êtes capable d'entourer les éléments qui, selon vous, vont augmenter les probabilités que l'application que vous allez construire va être fonctionnelle? C'est une super bonne question, Antoine. Ce niveau de probabilité-là se corrèle avec un autre terme qu'on appelle qui est le niveau de fiabilité en sortie. Donc, ce que l'IA va répondre, est-ce que c'est fiable à un certain niveau qui correspond à vos attentes? Et je vais revenir après comment on augmente, comment on améliore ce niveau de fiabilité-là à travers le temps, parce qu'encore là, ça doit être compris pour avoir une bonne posture pour maximiser les chances de succès de ces projets IA, de ces propres projets IA qu'on veut mettre de l'avant. Donc, le niveau de fiabilité, c'est quoi? C'est le niveau minimal qu'on pourrait, par exemple, s'attendre d'un humain en fiabilité à faire une tâche. On va souvent le traduire en pourcentage et là, je vais vous amener dans différentes idées parce que c'est pas vrai qu'un niveau de fiabilité 1 de 100% est toujours atteignable et c'est pas vrai que c'est toujours souhaitable non plus parce que plus on augmente le niveau de fiabilité, plus que ça coûte cher à élever ces données et le cerveau numérique. Donc, par exemple, si on prend une planification d'ordonnancement de production pour un manufacturier, l'humain va être bon peut-être à 70-75% à optimiser cet ordonnancement-là de production. Donc, ça va être peut-être ce qu'on va demander à l'intelligence artificielle comme niveau minimal pour que ça soit accepté comme outil au final pour être dans notre quotidien. Peut-être qu'au début, ça va être 50% de fiabilité et l'humain va venir aider à confirmer ou à invalider les prévisions de l'IA. Mais à travers le temps, on va être capable d'augmenter ce niveau de fiabilité-là. On va y revenir un petit peu plus tard. Donc, dans le cas, par exemple, d'un système d'ordonnancement de production, ben, du 50, 60, 70% peut faire du sens.
Je vous amène dans un autre spectre. Un filtre de spam dans vos courriels. Si vous avez 99 de niveau de fiabilité, ça ne fonctionne pas. Ça veut dire qu'un courriel sur 100 ne se ramasse pas au bon endroit. Donc, un courriel sur 100 qui est bon se ramasse dans le fil de spam ou l'inverse. Donc, dans un cas de spam, le niveau de fiabilité qu'on veut aller chercher minimal va être de 99,99. Dans un tout autre spectre, si vous voulez, par exemple, investir à la bourse à l'aide de l'intelligence artificielle, et il y a des excellents, on a fait un épisode, entre autres, sur Alpha Arena que je vous invite à écouter, qui est des IA présentement qui testaient dans les dernières semaines de faire des placements en crypto-monnaie. Eh bien là, au niveau de fiabilité qu'on a besoin, c'est 50 plus 1. Il faut juste avoir un peu plus raison que tard pour réussir sur une longue période de temps à tirer son épingle du jeu. Donc, le niveau de fiabilité, il est important à comprendre. Il est important également à mettre en perspective si on met un humain à côté de lui au début ou non. Si un humain à côté de l'IA, on peut accepter un niveau de fiabilité plus bas. Et c'est ce qui nous amène à notre dernier concept qui est important dans la posture de l'entrepreneur pour les projets d'IA. Ce sont les loops de rétroaction. Donc, pour améliorer ce fameux niveau de fiabilité-là, il faut accompagner l'IA en continu par la suite pour lui donner du feedback, la corriger quand elle se trompe ou lui donner plus d'instructions pour limiter ses erreurs, pour augmenter ce niveau de fiabilité-là. Et ce qui est important à comprendre et où ce que ça coince beaucoup présentement, c'est que les gens en entreprise ne pensent pas qu'il y a cette section-là à faire dans le projet, alors que c'est une des plus grandes parties du projet. C'est une des plus grandes parties qui va être énergivore aussi pour le client ou les gens dans l'entreprise parce qu'il va falloir, d'une manière disciplinée, réserver du temps dans leur horaire pour consigner les fois que l'IA s'est trompée ou l'IA quand elle a bien performé pour donner du feedback et venir créer ces loops de rétroaction-là, ces loops d'entraînement-là pour augmenter le fameux niveau de fiabilité. Donc, c'est pareil comme si on avait engagé quelqu'un et à chaque semaine, on prend une demi-heure, 1 heure, on essaie de l'instruire pour l'élever. Ça prend du temps humain. Ça va prendre du temps de programmation par après. Il faut le tester, il faut le faire évoluer, il faut s'adapter pour que l'IA devienne de plus en plus prévisible et augmente son niveau de fiabilité à travers le temps. Chose que normalement, dans un développement logiciel, on n'a pas. On livre le logiciel, c'est déterministe, c'est blanc ou c'est noir, et il n'y a pas d'amélioration nécessairement à faire pour que le résultat final soit bon. Dans l'IA, c'est le cas. Donc, il faut vraiment changer notre mindset, notre posture, que ce n'est pas juste de faire le développement lui-même qui va être le gros du travail, mais les loops d'entraînement et l'augmentation du niveau de fiabilité est une grosse, grosse, grosse partie du résultat. Et je pense qu'on peut aussi dire, Jonathan, que dans un contexte d'un logiciel final, comme tu l'as très bien mentionné, c'est déterministe. Donc, il y a un résultat qui est continuellement le même à la fin quand on utilise le logiciel, mais ça se termine là, à moins qu'on améliore profondément le logiciel. Et je pense que c'est ici qu'on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, dans l'optique où, si bien entendu, vous n'entraînez pas votre IA, ben, il va rester un IA très moyen qui ne fera pas grand-chose pour vous et qui ne vous servira pas à grand-chose. Mais si vous mettez du temps à l'entraîner, comme vous le faites, j'imagine, avec vos employés quand vous les engagez, ben, il y a des excellentes chances que votre IA, dans 6 mois, soit plus performant que ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Et un autre point qui est intéressant qu'on a observé jusqu'à date, c'est la fameuse loi, je pense que c'est Pareto qui est la loi de 80-20, si je ne me trompe. Quand on va développer quelque chose qui intègre de l'IA dans nos développements logiciels, faire le premier 80 du temps, faire le premier 80 de ce qu'on a de besoin va prendre probablement 20 du temps. Donc, d'arriver, par exemple, à un niveau de fiabilité qui est équivalent à 80 ça va être super rapide. Mais d'augmenter le niveau de fiabilité de 80 à 98 ou 95 va prendre beaucoup, 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 beaucoup plus de temps que le premier 80 Et ça, c'est souvent un mirage à nos yeux d'entrepreneurs. On va voir des choses sur YouTube, on va voir des choses sur Internet qui ont été faites très rapidement avec un niveau de fiabilité X qui est plus bas que ce qu'on a de besoin, mais on ne se rend pas compte que ce n'est pas linéaire pour se rendre plus loin. Donc, de 0 à 80 par exemple de fiabilité va prendre 20 du temps et ensuite de 80 à 100 va prendre 80 du temps au final, bien que c'est pratiquement impossible d'arriver à 100 de fiabilité comme un humain. Mais il y a cette réflexion-là aussi d'avoir au niveau de la posture
ce n'est pas linéaire. Donc, c'est là qu'il faut se poser la question, quel est le niveau de fiabilité qu'on a vraiment besoin? Est-ce qu'on a besoin de 100% ou on a besoin de 85% au final? Donc, souvent, quand les gens viennent nous voir, disent, Jonathan, est-ce que je peux faire ça avec l'intelligence artificielle? On va dire, jusqu'à là, de ce qu'on voit, c'est très probable. Mais c'est quoi le niveau de fiabilité que tu veux? Tes données ressemblent à quoi? Est-ce que tes données sont bien structurées? Est-ce que tes règles d'affaires sont déjà mises sur papier ou visuelles en quelque part? Est-ce que tu es clair dans ce que tu veux au final? Et après ça, il faut le tester. Et jusqu'à quel niveau de fiabilité, comme je disais, tu veux arriver versus le budget que tu veux mettre. Donc, c'est totalement un schéma de pensée différent de développer un logiciel traditionnel où ce que c'est blanc ou noir. Il y a du temps supplémentaire à mettre par après et il y a une réflexion à avoir aussi. Quel est le niveau de fiabilité qu'on va avoir? Parce qu'on peut augmenter le niveau de fiabilité toujours en continu, mais il y a un budget qui doit être rattaché à ça qui, parfois, n'a plus de retour sur investissement rendu à un certain niveau. Et cette mince ligne-là entre le retour sur investissement est encore positif ou négatif, il est difficile parfois à cibler dans un développement d'IA. On veut toujours qu'il soit meilleur, qu'il soit plus fiable, mais à un moment donné, il faut se dire, OK, là, c'est beau, c'est correct, c'est équivalent d'un humain, passons à quelque chose d'autre qui va peut-être donner plus de résultats au final et acceptons que ce n'est pas 100% parfait comme un humain. C'est bien dit. Je pense que ça remet un peu les choses en perspective pour les gens qui nous écoutent, qui s'attendent à un résultat parfait au final la première fois qu'on l'utilise. Et soyons honnêtes, c'est aussi ce que nos collègues à l'interne, nos employés veulent. On présente une solution et on pense que c'est quasiment un logiciel traditionnel, mais non, on essaie de bâtir un outil d'intelligence artificielle qui va nous aider. Donc, je pense que c'est important de remettre les choses en perspective ici. Pour nous, c'est une méthode complètement différente à approcher les projets. Je vais donner un exemple. Puis là, je vais sortir du cadre professionnel, je vais rentrer dans le côté personnel. J'ai la chance d'avoir une propriété dans le Nord que j'utilise les fins de semaine. Donc, logiquement, je ne veux pas que tout ce qui est climatisation, chauffage fonctionne à 100% pendant la semaine. Donc, j'ai programmé une petite IA qui tourne en boucle, qui vérifie est-ce que la météo risque d'avoir une tempête de neige comme aujourd'hui ou du verglas et venir ajuster tout ce qui est les thermostats et la climatisation à travers tout ça. Si j'avais fait en mode programmation traditionnelle, ça m'aurait pris pratiquement infini une ligne de code pour voir tous les cas possibles et super difficile à maintenir. Eh bien là, j'ai juste à prendre un cerveau numérique, le connecter aux différentes données qu'il y a et lui dire qu'est-ce que tu penses de ça, comment tu structurais tout ça et explique-moi comment tu gérais tout ça. Et rapidement, il va faire le fameux premier 80% qui m'aurait pris une fortune de temps à programmer. Mais un coup, ce fameux 80%-là est fait, puis honnêtement, c'est très impressionnant ce que ça l'a sorti. Après ça, il faut vraiment venir le pousser, l'amener plus loin, l'amener au prochain niveau. Et c'est là que le vrai travail commence, la vraie job de bras, malheureusement, manuel à faire encore aujourd'hui. Donc, c'est une approche totalement différente, nous, dans comment approcher les projets. On va laisser l'IA un petit peu plus en mode libre au départ pour voir comment elle va réagir, puis après ça, on va tenter de corriger puis d'élever plus haut au final. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10% de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour
à l'épisode en cours. En ce moment, dans votre entreprise, et si on ne parle pas de tes clients, mais vraiment chez OpenMind, c'est quoi un cas pratique d'intelligence artificielle que vous utilisez? Si j'y vais avec la majorité de nos gens qui sont en production, donc les développeurs, les chargés de projet, les analystes, les gens en UX UI, en base de données, en DevOps, on a établi qu'il y avait différents paliers, par exemple, d'outillage qu'on va utiliser. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outillages qu'on commence à intégrer, à tester, à utiliser dans ce qu'on fait. Donc, ça va aller du départ au système d'autocomplétion. Donc, quand, par exemple, les développeurs vont écrire du code, il y a à peu près un 20 à 30 du code qui va être écrit par l'IA en mode autocomplétion. Donc, il commence à écrire quelque chose. L'IA dit, ah, d'après moi, tu voulais faire telle chose, voici ce que je te propose au final. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le niveau 1, par exemple, pour les développeurs. C'est l'autocomplétion. Si vos développeurs n'utilisent pas ça ou la compagnie qui vous accompagne n'utilise pas ça, on a vraiment un gros problème. Le niveau 2, c'est les agents codeurs. Donc, c'est les agents qui vont être capables de rentrer dans du code et venir écrire le code en tout ou en partie par rapport à l'humain. Et le niveau 3, c'est ce qu'on appelle les fleet agents. Je ne sais pas comment ça peut être bien traduit en français, mais c'est une flotte d'agents qui ont tous des rôles différents avec un orchestrateur au-dessus de la flotte d'agents, qu'on va, par exemple, lui donner un billet de support qui est un bug dans un logiciel, mais l'agent orchestrateur va envoyer des instructions aux agents spécialisés pour, par exemple, aller se promener dans le code source initial pour le documenter, ensuite d'essayer de trouver où est le problème, d'émettre une possibilité de correction, de tenter la correction et d'appeler l'agent automatique qui va aller vérifier en niveau assurance qualité si ça fait du sens. On en est rendu là, nous, de notre côté, à tester, à déployer. Il y a des contraintes qu'on se rend compte entre les projets qu'on démarre de zéro versus des grands projets qui ont beaucoup de lignes de code. Il y a encore des contraintes par rapport à ce qu'on appelle le context window, donc la fenêtre d'acceptabilité de contexte de l'IA. Donc, on est encore en train de tester qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Donc, dans le cas, par exemple, des gens en production, ça va être vraiment cette variété d'outillage-là qu'on va utiliser qui va vraiment faire une différence au niveau de l'IA. Même chose si on se déplace, par exemple, au niveau de l'assurance qualité. Et là, on a des outils qui, en temps réel, vont surveiller. Si on change une ligne de code et qu'on brise quelque chose ailleurs, si cet agent-là a été déployé dans le projet en tant que tel et que le client a accepté qu'on le déploie, eh bien, ça va nous avertir en temps réel qu'on vient de briser quelque chose. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la fameuse mauvaise presse que le développement logiciel sur mesure avait dans les dernières décennies au niveau de la qualité, eh bien, ça, c'est en train d'être résolu de manière très rapide et graduelle avec l'intelligence artificielle, de surveiller en temps réel est-ce qu'on vient d'introduire un bug dans le système, dans les chemins critiques. Donc, cet aspect-là, outillage, est en fort développement. On teste, on a un SWAT Team AI chez OpenMind où on joue avec ces différents outils-là pour voir entre ce que les fabricants de ces logiciels-là promettent et la réalité sur le terrain. Il y a souvent un décalage entre les deux, mais on est en train de tester ça et jouer avec ça. C'est des exemples de cas pratiques sur le plancher de production chez OpenMind, comment on utilise des fonctionnalités d'IA dans notre quotidien. Intéressant, Jonathan. Et en dehors peut-être de ce que tu viens de nous mentionner, que vous utilisez au niveau de la production, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient en tête qui pourrait peut-être aider les gens qui nous écoutent aujourd'hui dans leur création d'applications en intelligence artificielle? Mais la majorité des entreprises avec qui on parle ont un peu les mêmes problèmes que nous dans certaines équipes. Et il y a certaines équipes qui se portent plus à l'automatisation de l'IA, je mets facile entre guillemets, là, mais qui a une plus grande facilité d'intégration. Donc, quand on pense par exemple aux équipes de vente et marketing, il y a beaucoup de tâches que l'humain fait de manière manuelle, de transférer des données d'un système à l'autre, de rédiger des courriels, rédiger des résumés de rencontres, émettre des probabilités qu'on peut avancer avec un compte avec quelles sont les prochaines étapes. Donc, on n'est pas différent de n'importe quelle autre entreprise à l'interne. On a du marketing, on a une belle équipe de vente. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on a des gens ici dans l'équipe, dans le SWAT Team AI, qui sont en train de travailler avec notre équipe de vente et notre équipe de marketing pour automatiser certaines tâches qu'ils font de manière manuelle. Et c'est des tâches extrêmement variées. Je vais donner un exemple. Quand on fait des salons, quand on va dans des trade shows, ça cause toujours un blocage pour l'équipe de vente avant le salon parce qu'il y a beaucoup de préparation à faire. Pendant le salon, ils n'ont pas le temps de faire leur travail habituel et quand ils reviennent du salon, il y a beaucoup de suivi à faire. Donc, ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a développé une petite technique qu'au fur et à mesure qu'il y a des leads qui se produisent durant les salons,
On va automatiquement se retirer du boot qu'on a pendant quelques secondes, prendre la photo de la carte d'affaires de la personne et envoyer un message audio dans un système central qui va rassembler toute cette information-là. Et là, on a connecté une intelligence artificielle avec ça qui automatiquement va extraire l'information du contact, va extraire l'information du fichier audio et revenir avec une proposition de voici ce qu'on a compris de ce lead-là, voici les informations du lead. Est-ce que c'est bon? Oui, non, oui, parfait. Automatiquement, il va prendre ça, il va le pousser dans nos systèmes, programmer les suivis et même programmer peut-être du contenu à envoyer directement au prospect pour créer une certaine forme de nurturing à travers le temps. Donc, ça, c'est toutes des choses avant qui étaient faites manuelles. Donc par exemple, l'étape d'après d'inviter la personne à prendre un rendez-vous. Mais ça, on peut le faire de manière automatisée par l'IA pendant que le représentant est encore au boot. Donc là, on crée un effet quand même assez wow que il vient de parler avec notre représentant et il reçoit quelques minutes après tout de suite un courriel pour booker une rencontre. Et là, il voit le représentant qui est encore au bout, puis il se dit, mon Dieu, comment il a réussi à m'écrire un courriel à ce moment-là? Il est encore au bout, puis il est en train encore de parler avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est le genre de cas qu'on est en train de pousser puis d'automatiser chez OpenMind qui est probablement pas différent de d'autres organisations. Fait qu'on est en train de descendre dans nos différents processus, nos différents systèmes pour nous-mêmes infuser de l'IA de manière sur mesure dans nos différents processus d'affaires. Et est-ce que du côté des ventes, marketing, parce que là, en ce moment, il y a beaucoup de bruit, on va utiliser le terme ici, bruit, sur des agents de développement, on appelle ça en anglais des BDR, des Business euh, Developer Representative, qui sont littéralement des agents d'intelligence artificielle. Est-ce que vous regardez un petit peu cette approche-là, vous, de votre côté, en ce moment, ou pas du tout? Personnellement, moi, je ne l'ai pas essayé. J'ai regardé dans les derniers mois et les dernières semaines. Je ne pense pas qu'on est encore rendu à un stade où ce que ça peut bien s'appliquer et probablement que je me trompe. Et j'explique pourquoi. C'est que l'IA avance tellement d'une manière rapide, exponentielle et non linéaire. En tant qu'humain, on se fie à une courbe linéaire généralement pour comprendre où ce que les systèmes s'en vont. Donc, les dernières fois que j'ai regardé, moi, je n'étais pas autant épaté que je l'aurais été si c'était un humain qui faisait le travail. Donc, pour moi, ça ne passait pas le seuil minimal de fiabilité que je voulais. Je serais curieux, par contre, à la lumière de notre discussion, de relancer notre équipe à savoir est-ce qu'ils ont vu autre chose, puis est-ce qu'ils testent autre chose. Je n'ai pas l'ensemble de ce qu'ils testent de leur côté. Et c'est la beauté de la chose. On a essayé de décentraliser un petit peu les initiatives dans l'entreprise. Donc, de notre côté, nous, on n'a pas intégré quoi que ce soit là-dessus, mais je serais curieux de savoir si toi, tu as vu quelque chose, parce que Ouais. si tu m'en parles, probablement que tu as entendu ou vu des choses. Ouais, je pense que, de un, j'ai entendu beaucoup de choses et on a commencé à mettre en place des actions, mais spécifiquement pour l'organisation Data Blaster, qui est le logiciel qu'on a investi, qu'on construit depuis environ 1 an et demi, 2 ans de cela maintenant. Donc, je pense que de ce que je vois en ce moment, peut-être ce serait le point à considérer ici sur des prestations qui vont coûter des milliers, voire des dizaines de milliers de dollars, comme tu offres, comme je peux offrir avec J7 Media. Peut-être d'avoir quelqu'un qui fait du développement IA peut sembler un peu, peut-être trop tôt, on pourrait le dire ainsi. Mais quand tu veux un logiciel qui est abordable, qui n'est pas excessivement dispendieux, il faut que tu fasses des économies d'échelle sur des postes de la sorte comme des représentants qui vont faire euh, des relances à froid. Donc, je pense que ça ici, ça s'applique. On a quand même des bons résultats qui se mettent en place avec Data Blaster. Je pense que c'est que le début ici. Mais ce que je suis en train de voir en ce moment qui m'allume beaucoup, c'est littéralement ce qu'on est capable de faire avec OpenAI ou encore Perplexity, de littéralement travailler avec un agent que tu lui donnes une tâche qui prend le contrôle de ton ordinateur et qui, à la fin, peut littéralement modifier, intégrer des campagnes. Là, je parle des campagnes de pub parce que c'est dans le monde dans lequel j'opère, mais c'est quelque chose qu'on est en train vraiment de regarder profondément de notre côté, de se dire à quel point qu'on peut vraiment avoir des agents qui vont pouvoir faire une partie du travail que notre équipe à la base pouvait faire, d'aller chercher de l'information, comptabiliser de l'information, etc. Et je pense que ça doit vraiment être une question qu'on commence à se poser, mais qu'on commence vraiment à exécuter. Et quand je dis on, je parle des entreprises en général parce que les outils sont là. C'est pas aussi compliqué qu'avant. Et quand je dis avant, c'est pas aussi compliqué qu'il y a 6 mois maintenant construire un agent IA avec tout ce qui se déroule avec les agents quasiment intégrés que OpenAI offre. Je pense que de plus en plus, on arrive dans un ère où est-ce qu'il peut y avoir des choses simples à mettre en place,
qui commence à donner des premiers résultats qui nous donnent confiance et qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin par la suite. Et moi, je vois beaucoup de choses comme ça que je veux mettre sur, on pourrait dire ainsi, mon roadmap de 2026. Tellement de choses qu'on peut automatiser, tellement de choses qu'on peut commencer à tester. Puis je pense que on est présentement uniquement limité par notre curiosité. Absolument. Et la disponibilité des humains dans notre organisation. Ça, c'est le bout qui est important dans la posture. Il faut prévoir du temps pour nos humains, je pense, dans les prochains mois, prochains trimestres. Autant pour qu'ils apprennent, qu'ils testent, qu'ils s'impliquent dans les loops d'amélioration en continu pour entraîner l'IA vers le prochaine étape. Mais ça part du C'est, je dirigeant. pense, qui est important. Ça part du dirigeant. T'es d'accord là-dessus? Absolument. Puis c'est pas évident pour, je pense, une grande majorité des dirigeants d'adopter cette posture-là. Je pense que c'est une des raisons qu'on essaie de démocratiser un petit peu l'intelligence artificielle puis de transmettre ça de manière simplifiée, de manière humaine. Je pense que c'est l'étape numéro 1 pour être capable d'amener sa gang vers cette direction-là, parce que c'est une direction qui est inévitable, je pense, à prendre pour n'importe quelle entreprise. Je pense qu'on le répète assez dans les derniers trimestres, mais je pense qu'aujourd'hui, on a juste à regarder ce qui se passe dans le marché, puis je pense que c'est facile à comprendre que ça s'en va là et que ça ne reviendra pas en arrière, là, carrément. Là. Non, absolument. Puis, tu vois, ça me fait penser, est-ce que tu as vu un peu les dernières nouvelles qui sont sorties dans les dernières semaines concernant les organisations IA qu'on entend tellement parler? Donc, OpenAI, Sam Altman a dit sur Twitter que cette année, il s'apprête à franchir un 20 milliards de dollars de revenus annuels projetés sur, même pas projetés, ça va être beaucoup plus que ça sur 12 mois, mais bon, ils vont terminer, je pense, le mois de décembre à 1,6 ou 1,7 milliards de dollars de revenus récurrents mensuels. Donc, tu es capable de l'extrapoler sur 12 mois et tu arrives à peu près à 20. C'est énorme. Il y a 2 ans et demi de ça, ils ne faisaient pas $1 de revenus. En début d'année, ils avaient une projection à 12 milliards, ils sont rendus à 20 milliards. Et le paradoxe dans tout ça, c'est qu'ils vont faire 20 milliards de revenus et ils ont expliqué aux investisseurs qu'ils vont faire des dépenses dans les 3 à 4 prochaines années, ou je pense peut-être les 5 prochaines années, de 1,3 trilliard, avec un T, trilliard de dollars pour bâtir de l'infrastructure. 600 fois les revenus d'aujourd'hui. 600 fois. Ça n'a aucun sens. Et c'est tellement drôle. Je pourrais peut-être trouver une manière d'intégrer ce moment-là dans le podcast du jour ou dans les notes de l'épisode. Il y a un très bon podcast que j'écoute de Brad Gurley, de Brad Gessner. Les deux s'appellent Brad. Et Gessner était avec Satya Nadella et Sam Altman. Il y avait une discussion, les trois ensemble. Donc, tu vois, ça faisait un beau panel. Et c'est un investisseur. Il est investisseur et fondateur de l'organisation Altimeter, qui est une organisation qui investit dans les entreprises technologiques. Et il pose la question à Sam Altman. Bon, croissance incroyable. C'est un investisseur dans OpenAI. Il lui dit, c'est exceptionnel ce que vous êtes en train de faire, mais la question que tout le monde pose en ce moment, c'est, vous faites 13 milliards de dollars de revenus, parce qu'à ce moment, il n'avait pas dit qu'il était rendu à 20 milliards. Et la question que tout le monde se pose, c'est bien, c'est une croissance, la plus grande croissance de l'histoire, mais comment vous allez financer votre 1,3 trilliard d'investissement? Parce qu'on fait des calculs, assumant que tu as une marge de profit brut à 60-70 %. Mettons qu'on va être généreux et qu'on la met à 80 %, ce qui peut se passer des fois dans le logiciel. Donc, ultimement, si tu fais 100 milliards à l'année, ce qui pourrait se passer d'ici 5 ans, tu as peut-être un genre de 60-70 milliards de dollars qui se génèrent en revenus ou en profit brut, qu'on pourrait dire ainsi. Mais ça reste 20 fois moins que le 1,3 trilliard que tu dois financer. Donc, tu vois un peu la dynamique qui se met en place. Les chiffres, c'est difficile d'arriver à une réponse claire de comment il va le faire. Et la réponse de Sam Altman, il regarde Brad Gessner, et tu l'as vu, hein? Il lui dit, ben Brad, si tu veux vendre tes actions d'OpenAI, j'ai des milliers de personnes qui attendent simplement la chance de racheter tes actions. Donc, si tu n'es pas content, je peux trouver quelqu'un d'autre qui va les acheter des actions. Il y a plein de gens qui les veulent. Donc, ça a été vraiment une réponse passive-agressive que bien entendu, il a trouvé une manière de simplement balayer en touche. Mais tu vois que ça l'agace et finalement, on ne sait pas comment il va le financer. Et il se fâche, il dit « enough is enough » en voulant dire « je suis tanné que vous me posez cette question-là ». Il a vraiment bien retourné la question en disant « veux-tu vendre tes actions parce qu'il y en a qui vont le prendre ?» Mais il n'a pas la réponse, mais il sait qu'il doit se rendre là. Il a une vision, mais il n'a pas les réponses à toutes les questions. Et on voit que ça commence à l'agacer parce que je pense qu'à chaque jour, probablement, les gens lui posent la question parce qu'on est dans un terrain complètement inconnu. C'est du jamais vu jusqu'à date. Des chiffres comme ça, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Et c'est ça
La question, c'est jusqu'où ça peut aller? Parce qu'on dirait en ce moment, on va réutiliser une expression en anglais, c'est souvent utilisé un rocket ship. OpenAI, c'est un rocket ship. C'est impossible à arrêter pour le moment. Donc, ils vont faire x2, ils vont faire x5, ils vont faire x6. Bon, mais jusqu'à quoi? Jusqu'à combien? Et même s'ils atteignent ces chiffres-là, est-ce qu'ils vont être capables de continuer à financer cette croissance-là? Il y a beaucoup d'investisseurs qui disent que oui, mais c'est très, très difficile à suivre et c'est fascinant. Et je termine l'épisode aujourd'hui en mettant un doute dans la tête de tout le monde. OpenAI est rentable à la hauteur de la performance de ses cerveaux numériques. Leur plus grosse compétition à l'heure actuelle ou leur plus grande faiblesse, ou du moins leur plus grand compétiteur, c'est ceux qui amènent des modèles open source au marché et open weight qu'on appelle. Et il y a une nouvelle qui a passé dans les dernières heures que je ne sais pas si tu as eu la chance de voir, Antoine, mais il y a Kimi K2, qui est un modèle open source qui dans le coin de l'Asie, qui vient de battre GPT-5 à l'examen du Humanity Last Exam, la dernière examen de l'humanité, qui est une des examens les plus difficiles à faire passer à l'IA. Dans certaines branches de cet examen-là, Kimi K2 a battu GPT-5. C'est un modèle open source, open world qu'on peut télécharger gratuitement et utiliser demain. Et peut-être juste pour enchérir là-dessus et on terminera par la suite, je sais que tu dois y aller, tu as d'autres agents IA à les construire, mais prenons simplement le patron de NVIDIA, Jason Wang, et il a dit une chose, il y a une semaine de cela, donc au début novembre, la Chine va gagner la bataille de l'IA. Et c'est le patron de NVIDIA qui a dit ça. Entreprise américaine, plus grande valorisation mondiale en ce moment, qui est littéralement le moteur de toute la construction des data centers dans le monde. Donc, ça en dit non. Donc, je crois que c'est simplement pas autant publicisé ici pour des raisons évidentes, mais la Chine, définitivement, a plus d'un tour dans son sac et je pense que c'est peut-être ça qui va se dérouler dans les prochaines semaines. C'est que toi et moi, on va devoir peut-être également parler beaucoup plus de ces différents modèles-là qui, de manière totalement transparente, je connais les noms, mais je ne les ai pas tellement utilisés. On est en train de regarder pour utiliser certains d'entre eux, donc je pourrais vous donner de la rétroaction par rapport à ça. Ceux que ça intéresse au niveau de l'intelligence artificielle de mieux connaître comment on peut l'intégrer dans leur organisation, on va rouler notre troisième cohorte du challenge IA OpenMind, donc 45 minutes par jour pendant 5 jours, du 24 au 28 novembre. C'est gratuit à l'heure actuelle. Vous pouvest vous inscrire au openmindt comme technologie.com/challenge. Faites vite, on risque de bloquer les inscriptions à 1000 personnes et à la vitesse à laquelle que les places se remplissent présentement, dépêchez-vous parce qu'on va y arriver fort probablement avant le démarrage de cette fameuse cohorte-là au 24 novembre. Donc, openmindt.com/challenge et tous les détails sont disponibles sur la page si vous voulez en savoir plus. Allez vous inscrire. Jonathan, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.